C'est qu'il nous avait mis la puce à l'oreille il y a quelques jours, ici même dans les matins de France Culture, sur le coup des 7h56. Philippe Meyer, enthousiaste sur un livre d'un type qu'on ne connaissait pas très bien, déjà auteur d'un premier roman, auteur du second, publié en ce moment chez De Fallois, L'âge d'homme. Quelques chuchotis, quelques O, A, comme ceux de Marc Fumaroli ou Dominique Schnapper, avaient continué un petit peu de nous intriguer, alors on s'y est mis. C'est qu'il faut s'y mettre pour lire ce livre qui est gros comme un punching ball, près de 700 pages. Et oui, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Écoutez donc le poids que ça fait, cette histoire de l'affaire Harry Kéber. Voilà, 700 pages, voilà, que l'on lit, comme on dit, comme un page-turner. On ne peut pas s'arrêter. Que dit ce livre? Quelles questions pose-t-il? Eh bien, par exemple, c'est la question que pose son auteur, Joël Dicker. Bonjour Joël Dicker. Bonjour. Jeune écrivain suisse de 27 ans, avec cette histoire de la vérité de l'affaire d'Harry Kéber. Il est question d'un meurtre, d'un professeur de littérature, d'une histoire d'amour entre une trentenaire et une jeune fille de 15 ans, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Il y est question aussi d'écriture, d'Amérique, de justice, d'imposture, d'amitié. Enfin bref, c'est une Amérique donc vue par vous, un Suisse qui regarde ses mentalités, son système juridique, et qui, pour bien écrire cette histoire-là, a décidé, ce Suisse, de se prendre pour un Américain, voilà, qui ne va pas arranger les choses pour un livre qui, encore une fois, parle notamment d'imposture. Dites donc, il y a aussi autre chose. Votre héros principal, Marcus Goldman, écrivain à succès, qui est en proie aux affres de la page blanche et du deuxième livre. Il s'appelle aussi, son surnom, le Formidable. Mais le Formidable, c'est celui qui effraie. Merci pour cette introduction très impressionnante. Enfin, on se vengera vous avez quand même, parlé, hein. mais oui, mais j'espère bien. Mais c'est le Formidable, c'est très effrayant. Mais le Formidable tel qu'il est présenté est très effrayant pour Marcus, qui a besoin de faire de la boxe pour se faire battre, pour qui se rappelle toujours au fond qu'il est très humain et très humble. Alors, pourquoi, racontez-nous tout de même, qu'est-ce qui vous a pris après un premier roman qui avait été reconnu par beaucoup de critiques? Qu'est-ce qui vous a pris, et qui s'appelait Les derniers jours de nos pères, toujours chez De Fallois, L'âge d'homme, qu'est-ce qui vous a pris, cela dit, de vouloir écrire un livre américain? Et qu'est-ce que ça veut dire que de vouloir écrire un roman américain et pas un roman tout court? Quelle est la nuance? On lit quelques entretiens de vous où vous dites ça. J'ai voulu écrire un roman américain, mais est-ce que ça change quoi? Oui, c'est-à-dire que la littérature américaine qui a une part très importante dans, j'allais dire dans ma vie, mais dans mon développement de ma littérature. Je crois que chacun d'entre nous avons une littérature qui nous parle plus, peut-être parce qu'elle correspond à un monde qui nous parle. Et c'est vrai que les États-Unis sont un pays et une culture qui m'ont toujours fasciné, dans les bons comme dans les mauvais côtés, et où j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai eu la chance, enfant, d'y passer à peu près un mois par année. Et il y avait quelque chose de très intriguant pour moi dans l'Amérique, et aussi l'Amérique représentait pour moi, puisque j'y étais enfant, un espèce de terreau immense comme ça, de rêves, d'envie, beaucoup de matière pour mes inspirations. Et j'avais très envie que l'Amérique soit le lieu, le décor d'un livre. Et alors cette Amérique, c'est New York, le New Hampshire et l'Alabama. Alors mon Amérique à moi, c'est essentiellement la Nouvelle-Angleterre qui correspond au Massachusetts, le Vermont, le Maine, toute cette région-là du nord de la côte est, qui est une région très particulière, qui est une Amérique en elle-même très particulière, très différente, plus intellectuelle, plus calme. C'est l'Amérique de Catherine Hepburn dans les films de Hawks. Complètement. Hein, très yard. Absolument. Hein. Et il y avait l'envie vraiment que le roman puisse se passer là, mais il y avait la question, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour installer en français un roman aux États-Unis? C'était pas très clair. Et j'ai commencé par faire quelques essais où, au fond, les protagonistes de l'histoire étaient des Français qui évoluaient en Amérique. Et ça marchait pas très bien parce que mon envie n'était pas, non pas d'avoir un regard européen sur l'Amérique, mais avoir un regard américain ou américano-américain, et en tout cas le rendre le mieux possible. Donc vous vous êtes dit, je suis américain? Mais j'ai essayé. C'était au bout le premier essai. Mais vous l'êtes un peu quand même ou pas? On vous connaît pas du tout. Non, vous êtes pas du tout. Genevois? Je suis Genevois, suisse. Bon, ça, personne n'est parfait. Né en Suisse. Mais j'ai de la famille à Washington qui ont une maison. Ah, mais voilà, quand même. Voilà. Qui ont une maison dans le Maine.
Et c'est pour ça que tous les étés enfants, je suis parti, mes parents, mes frères et sœurs, en délégation, et on passait un mois dans leur maison du bord de mer. Et, à manger les sandwichs au homard. À peu près, ouais. Non, mais c'est un monde absolument incroyable. Et c'est un monde qui est très particulier et qui est en plus particulier à l'Amérique elle-même parce que c'est une région, cette région du Maine, où en été, toute une partie de la côte Est va pour les vacances. Et ça crée un espèce de mélange entre les locaux et les estivants assez incroyable. Et c'était vraiment pour moi un endroit où je me suis dit, mais il faudrait que le livre soit là vraiment. C'était très difficile de rendre cette Amérique que je connaissais avec des personnages qui n'étaient pas américains. Et je me suis dit, mais il faut tenter de me prendre pour un Américain. C'est ce que j'ai essayé ici. Alors, c'est quoi la vérité sur l'affaire Harry Kéber, Joël Dicker? C'est un polar, un roman noir, un roman d'apprentissage, une farce, un faux polar? Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. On vous sent jouer beaucoup aussi avec ce qu'on appellerait au fond peut-être les clichés du cinéma américain ou du genre polar par exemple. Mais il y a aussi quelque chose du roman d'apprentissage. Pour le dire d'un mot, parce que c'est très compliqué de le résumer, il faut surtout en plus qu'on ne soit pas tenté de dévoiler la fin, sinon on met tout par terre, évidemment. Oui, c'est le drame, vous allez me tuer. Mais on a bien envie de le faire pour se venger, que vous ayez mobilisé 2 jours entiers pour lire votre livre. Non mais c'est cela, c'est au fond ce jeune écrivain qui, parce qu'il est en panne, va aller dans le coin dont vous parlez, pour demander à son mentor, son prof de littérature, qu'il adule, de lui donner des conseils de comment, au fond, redémarrer pour se mettre à écrire. Et puis il arrive à cet Harry Kéber, une chose épouvantable, on l'accuse d'un meurtre d'une jeune fille de 15 ans, et puis ce Marcus Goldman se dit, non, il est innocent, et au fond, le sujet de mon 2e livre, enfin, on le pousse un peu à cela, sera d'enquêter pour rétablir la vraie vérité. Et évidemment, cette vraie vérité ne sera pas, encore une fois, celle que l'on croit. Mais c'est aussi une question de l'apprentissage. Oui, non, c'est très juste. C'est difficile de le mettre dans une boîte, même pour moi, parce que je crois qu'il faut parfois se donner le droit de ne pas mettre forcément un roman dans une boîte. Alors, il y a une enquête, ce qui pourrait le cataloguer comme polar, et en même temps, souvent, on entend dans polar quelque chose de très limité, par rapport en tout cas à la réflexion. Et il y a aussi, et vous le dites très bien, tout un aspect sur l'apprentissage, sur ce jeune homme qui fait son apprentissage d'écrivain et d'homme, et qui est aussi une part très importante du roman, et qui pourrait au fond se lire complètement indépendamment de la partie polar. Et je crois que c'est un mélange de genres, mais qui correspond peut-être au fait que je suis moi-même un mélange des genres en étant un Suisse écrivant en français, édité en France, et écrivant un roman américain, entre guillemets. Et il y a un mélange déjà là qui peut-être se retrouve dans le livre, qui est une espèce de grand brassage comme ça, de beaucoup d'envie qu'on essaie de mettre ensemble. Et il y avait encore d'autres idées à la base que j'ai dû enlever pour que ça tienne. Et donc, ne reste là que les éléments dont je considérais qu'ils pouvaient tenir tous ensemble sans se manger l'un l'autre. Est-ce qu'il y avait l'envie assumée aussi de faire quelque chose, puisqu'il en est question dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber, de divertissant, qui soit dans la tradition, la belle et grande tradition du cinéma américain qu'on appelle, et qui se donne à l'entertainment, divertir? Oui, complètement, parce que je crois que c'est très important d'avoir des livres qui sont des moments de plaisir à part entière, et qu'on va lire comme on a envie de voir un bon film, qu'on va lire parce qu'on sait qu'en se plongeant dedans, on va passer un moment très agréable qui nous fait oublier un peu le reste. Et je trouve que c'est une fonction très importante qui doit être rendue au livre, qui est tout ce moment de plaisir qu'on a, les grandes histoires, les épopées, les aventures. C'est très important. Et j'ai moi-même des souvenirs de livres comme ça, très épais, qu'on n'a pas envie de lâcher. Et je me suis dit, ce serait un pari assez fou de faire un livre épais ou long, où les gens se disent ça a l'air assez gros, c'est la rentrée, il y a beaucoup de livres à lire, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et puis en fait, on se laisse prendre dedans et on le lit. Et c'est assez amusant, c'est amusant à écrire, mais quand on l'écrit, évidemment, on a toujours le doute de se dire, mais est-ce qu'au fond, ça va marcher? Mais c'est très amusant quand on nous dit, je te remercie pas 2 jours entiers. Je vous le confirme. Et c'est très amusant, et c'est très agréable aussi. Et c'est très agréable, évidemment, que l'on vous dise après que l'on est un peu triste si on quitte ces personnages. La réussite d'un roman, évidemment, se joue sur la tête désolée du lecteur qui ferme la dernière page. Oui, complètement. Ça donne de l'énergie pour la suite. Alors c'est aussi, on le disait, c'est aussi et beaucoup un roman d'apprentissage qui donne cette leçon qu'au fond, réellement, pour réussir, pour monter, il faut savoir tomber.
Mais c'est vrai. Vous n'êtes pas tombé très souvent, vous? Pas très souvent, mais je suis encore jeune. Mais ça va venir. Ça va venir. Mais vous avez quel âge déjà? 27 ans. Oui, c'est ça, c'est vrai alors. Mais vous savez, c'est vrai que, et en plus, le fait de tomber est un élément très cher à la culture nord-américaine, où les gens, pour réussir, on estime qu'ils doivent tomber au moins 3-4 fois avant. Les échecs forment. Et c'est quelque chose qui est très important. Peut-être que parfois en Europe, on ose moins parce qu'on dit oui, mais si je me plante. Et en Amérique, on dit mais plante-toi, c'est très bien. Plante-toi une fois, plante-toi 2 fois, plante-toi 3 fois, 4 fois, et la 5e fois, ça marchera. Et c'est vrai que il faut oser. Il y a aussi dans le livre ce rapport avec le fait qu'il faut... Qui ose gagne. Qui ose gagne. Et c'est vrai. Qui ose gagne parce que peut-être qu'en osant, on va se planter, mais ce sera un pas en avant pour soi-même. Et c'est très important. Et c'est un livre aussi qui parle un peu de boxe. Et il y a cette image aussi de sport où souvent il y a une assimilation entre le sport et l'écriture qui sont, en tout cas comme je les vois, 2 choses très physiques qui demandent de l'engagement, qui demandent de rater, mais pour avoir envie de le refaire mieux. Et l'importance de savoir tomber, c'est ça. C'est se dire que la vie, c'est beaucoup de coups, c'est beaucoup de chutes, c'est beaucoup de rage, mais que tout ça donne au fond à la victoire après un goût très particulier. Il faut écrire comme on se met en position de garde. À la boxe, oui. C'est quoi la position de garde? La position de garde, c'est comme ça. Oui, c'est-à-dire... ne vous approchez pas, s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire, la position de garde, c'est la position que le boxeur prend avec les poings en avant, bien sur ses jambes, quand il se prépare à se battre. C'est-à-dire que c'est une position qui est à la fois très offensive parce qu'elle lui permet d'aller se battre contre son adversaire, et puis en même temps, c'est une position qui est défensive parce qu'elle lui permet de se replier ou de se protéger contre les coups. Et dans le livre, effectivement, Harry Kéber introduit l'écriture comme une position où il faut être prêt à se battre, parce qu'on a ce lecteur qui est en face de nous, et il va falloir le prendre, se battre avec lui, et non seulement se battre avec ce lecteur-là, mais se battre contre soi-même en tant qu'écrivain qui aura plein de doutes, qui va se poser des questions, qui va se dire mais pourquoi? Et il faudra à ce moment-là se dire mais oui, je veux, oui, je peux, et on y va. Personne ne sait qu'il est écrivain, ce sont les autres qui le lui disent. Mais c'est vrai, et ça c'est... On vous l'a dit ou pas encore? Quand on a commencé à me le dire avec le premier livre, la réaction première, c'est de dire, mais je ne suis pas écrivain. J'ai écrit un livre, merci, mais je ne suis pas écrivain. Parce qu'on se place par rapport aux autres, par rapport à ces images, à ces modèles, et on se dit, mais je suis vraiment si peu, j'ai fait qu'un seul livre, c'est tellement rien, qu'on ne peut pas dire que je suis écrivain en comparaison à ceux que moi, je considère comme étant les écrivains. Et à partir de ça, m'est venue la question de dire, mais au fond, qui sont les écrivains? Est-ce que celui qui écrit chez lui et qui met beaucoup de cœur, mais qui au fond ne publie pas, ne serait-ce parce que ça ne l'intéresse pas, est-ce que c'est pas un écrivain aussi? Est-ce qu'on peut être un écrivain sans écrire? Est-ce qu'on peut être un écrivain sans écrire? C'est une très bonne question. Et je trouve au fond que voilà, à force qu'on me dise mais tu es écrivain, c'est génial, et moi de me dire mais je suis pas écrivain du tout, et me dire mais au fond c'est quoi être écrivain, qui m'a poussé un peu à cette phrase. Et il y a quelqu'un qui m'en a parlé encore il y a quelques jours en arrière, qui écrit, et je lui dis ah mais un écrivain comme toi qui vient, c'est génial, merci. Et il me dit ah ben merci de dire que je suis un écrivain. Il m'a parlé justement de cette phrase. C'est vrai qu'il y a une espèce de, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui dit est-ce qu'on est vraiment un écrivain ou pas. Et il y a même des gens qui écrivent des livres, on me dit c'est pas un écrivain. Vous voyez, c'est difficile. Peut-être que les jurys du prix Goncourt vous le diront, puisque vous êtes sur la 2e liste sélectionnée. On verra. Et pourtant, si je vous cite encore, Marcus Goldman, Joël Dicker, un texte n'est jamais bon. Oui. Mais je crois que c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, pas jamais bon, mais qui n'est jamais vraiment fini. Il y a une suite, évidemment. Oui. Mais oui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai découvert ça avec le premier livre, quand il a fallu procéder à ce qu'on appelle les corrections. Et qu'on se rend compte, en fait, que c'est un processus très amusant. Parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui est tout à fait extérieur au livre, très neutre, qui n'est pas un parent, qui n'est pas un proche, donc qui n'est pas là pour nous ménager, qui est éditeur, absolument. Comme de Fallois, quoi. Absolument, c'est lui. Bernard de Fallois. C'était une expérience avec Bernard de Fallois absolument géniale, que je craignais un peu au début. Pas par rapport à lui, mais je me disais, mais au fond, ce livre, j'ai déjà écrit, j'en ai un peu marre, etc. Le recorriger. Et puis en fait, c'était très amusant. C'était très amusant parce que pour la première fois, j'avais quelqu'un de très externe
de professionnels qui me disaient mais ça c'est comme ça tu devrais faire ça pense à ça. Et en fait, le texte a une deuxième vie et c'est très agréable et c'est un jeu en fait dans lequel on peut facilement se laisser prendre et on aurait envie que ça dure toujours parce qu'on se dit mais on pourrait le refaire et ça refaire et au fond ça serait jamais fini. Et c'est pour ça qu'un livre n'est jamais bon pour soi, mais à un moment donné il faut juste dire basta, on l'envoie. On reviendra bien sûr sur l'état des questions que pose votre livre, y compris sur l'Amérique contemporaine, débat Obama-Romney ce soir, Mitt Romney ce soir, mais il y a aussi les questions de littérature sur lesquelles nous reviendrons avec vous. Harry, comment transmettre des émotions que l'on n'a pas vécues? C'est justement votre travail d'écrivain, répond Harry Kéber à Marcus Goldman. Vous avez écrit ce livre en suivant les 31 commandements imaginaires d'un écrivain qui n'existe pas et qui vous a poussé à faire ce livre. Oui, à peu près, mais les 31 commandements sont venus au fond en même temps. Qui font les 31 chapitres, hein, grosso modo, non? Oui, absolument, c'est ça. Ouais. Sont venus en même temps. Parce que voilà, le premier chapitre, on se dit, comment est-ce que je commence? Et on se dit, je vais écrire un gros livre, il faut que le chapitre 1 soit quelque chose qui nous emmène, sinon le lecteur va se dire, 600 pages, non merci. 8h16, alors Joël Dicker, les matins de France Culture, c'est un peu Philochard et Ribouldingue, ou le méchant ou le gentil. Le gentil flic et le méchant flic. Tantôt on change les rôles, là aussi on ne dira pas quand et pourquoi. Bonjour Brice. Bon, vous êtes Bonjour, on va le dire, vous êtes un peu moins fanat que moi. Écoutez, on peut pas être tous fanatiques que de Dominique Schnapper jusqu'à Marc Voinchet. Tout le monde célèbre Joël Dicker. Bon. Il a sûrement des mérites. Écoutez, moi je veux plutôt vous parler des rapports entre les États-Unis et l'Europe, puisque c'est ce que vous m'avez demandé de faire hier soir à 8h30. Il y a 50 ans, c'était les Américains qui n'avaient Dieu que pour Sartre et Camus, mais dans les milieux cultivés, on lisait aussi nos Simone de Beauvoir, Joseph Kessel, Louis Aragon et même Françoise Sagan. Or, depuis une trentaine d'années, nous, Français, lisons de plus en plus de romans américains, et les nôtres ont pratiquement cessé de s'exporter. Mais aussi, me direz-vous, quel écrivain français contemporain à la carrure de Jim Harrison, le lyrisme déjanté d'un Cormac McCarthy, le réalisme microscopique et humaniste d'un Raymond Carver? Quel romancier français aura décrit l'histoire intime de sa génération avec le talent d'un Jay McInerney? Connaissez-vous un roman français du XXIe siècle proposant un tableau moral et sociologique de la France contemporaine de l'envergure de Freedom de Jonathan Franzen? Où sont nos Saül Bellow, nos Richard Ford, nos Joseph Roth, nos Toni Morrison? Alors, comme au temps lointain où Richard Anthony adaptait Paul Anka et Johnny Hallyday faisait traduire Elvis Presley, vous cherchez la bagarre, vous vous souvenez, Perfide. If you're looking for trouble. Alors nous avons à présent des doublures nationales des gloires mondiales américaines. Ainsi, Frédéric Beigbeder est devenu la version française de Bret Easton Ellis. Parce que nous ne faisons pas le poids, certains romanciers se sont mis à l'école de la fiction anglo-saxonne. Vous n'êtes pas le seul, Joël Dicker, à écrire une histoire qui a pour cadre les États-Unis. Marc Duguin est coutumier du fait et Maëlys de Kerangal a magistralement réussi son histoire californienne Naissance d'un pont, pour prendre ces deux exemples. Mais c'était encore un roman français situé aux États-Unis. Votre roman à vous, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, se présente comme une fiction anglo-saxonne écrite directement en français. On cherche mention d'un traducteur. Une jeune fille, Nola Kellergan, a été tuée durant l'été 1975 dans un bled du New Hampshire. On découvre son corps en 2008 dans le jardin d'un célèbre écrivain-professeur, Harry Kéber donc, qui se trouve avoir vécu avec cette Nola un amour interdit puisqu'elle n'avait que 15 ans. Son disciple et ami, le héros narrateur, se lance dans une enquête qui fait émerger de ce passé lointain toutes sortes de turpitudes. La petite Nola posait nue pour l'homme de main d'un milliardaire pervers, elle faisait des fellations au chef de la police locale, elle avait disparu une semaine entière dans un hôtel de Martha's Vineyard avec son grand écrivain sans que le pasteur, son père, ne s'avise de prévenir les autorités. Le roman suit le déroulé d'une enquête de roman policier classique des années 40. On est plus près de Chandler que de Goodis. De temps à autre, des menaces adressées à l'enquêteur viennent confirmer le lecteur dans l'idée qu'il y a un secret caché. Or, des strates successives de vérité sont découvertes une à une, chaque peau d'oignon venant contredire ce qu'on croyait savoir. Stratégie narrative qui est exactement celle des séries télé. Mais ce sont les personnages qui ont fini par m'intriguer. Ils sont trop caricaturaux, tellement inspirés par la bande dessinée ou le cinéma noir, qu'on en vient à soupçonner l'auteur d'être un petit malin qui nous la joue second degré. Parce qu'enfin, cette Nola Kellergan, c'est Laura Palmer. Le corps découvert avec un manuscrit dans son sac, c'est une affaire classée de cold case. Et si on avait affaire à un roman entièrement écrit, entre guillemets, à une parodie de série télé,
Ainsi s'expliquerait l'absence de crédibilité de cette histoire de romancier à qui un éditeur offre $1 million pour un méchant bout de prose qu'on aurait passé au rewriting chez Détective. Ces clichés de filles au sein marqué de coups, ce grand écrivain et professeur de littérature manifestement emprunté au Humbert Humbert de Nabokov, ces silhouettes surlignées, votre Amérique, Joël Dicker, c'est celle des planches de Loustal et Paringaud dans Métal Hurlant des années 80, elle est entièrement au second degré. Je confesse avoir décroché à la page 356, de même que je ne sais toujours pas qui a tué Laura Palmer, de même je mourrai sans savoir qui a tué Nola Kellergan. Mais vous, il paraît que vous êtes bien parti pour le prix Goncourt. Je ne savais pas, ces austères membres du plus prestigieux de nos jurys littéraires, accessibles à la parodie ironique, si c'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà le procureur. Non, c'est très bien. C'est très bien. Joël je trouve que vous Dicker. posez des questions très intéressantes. Ouais, Et on je trouve très est bien. a priori payé pour ça en même temps. Non, mais mais bon, j'espère qu'on y arrive. vous soulevez une très bonne question. Vous avez abordé plusieurs points. Et le premier point que vous abordez, qui est très important, je trouve, c'est la question de la littérature américaine, de ce qu'elle est, de l'importation ou pas. Je ne sais pas s'il y a là une envie, en tout cas dans ce livre, une passion de l'Amérique qui écraserait tout et qui donne envie de s'y plonger. Je crois qu'il y a un intérêt personnel, comme il pourrait y avoir un intérêt pour l'Asie ou une autre région du monde. Mais c'est amusant parce que toucher aux Américains, c'est rentrer comme ça dans un monde où il faut faire attention où on met les pieds. Parce que si on écrit un livre qui se passe en Asie, on est un explorateur, on est intéressé par le monde, on est ouvert sur le monde. Quand on écrit un livre qui se passe aux États-Unis, on est complètement écrasé par la culture américaine et complètement écrasé dans sa libre pensée et on est au fond plus grand-chose. Et je trouve que ça, il faut laisser. Il faut évidemment être critique de ce qu'on voit et de ce qu'on fait, mais il faut aussi laisser à l'Amérique ce qu'elle a toujours été et essentiellement, et surtout pour nous les Européens, cette espèce de monde où tout est possible, à tort ou à raison. C'est l'image qu'on s'en fait et qui est d'ailleurs fausse quand on le voit de l'intérieur. C'est un pays très dur, mais il y a cette possibilité, ces espaces, c'est déjà physique. Le ciel est la limite, hein, la fameuse chanson. Le ciel est la limite. Et vous savez, je viens de Genève, une ville où il y a 3 montagnes qui écrasent la ville de part en part et un lac devant. Avec un jet d'eau. Il y a un jet d'eau, mais il y a des frontières tout le temps. Et en hiver, il y a une chape comme ça de nuages qui se forme et on a des frontières partout. Et on arrive en Amérique, un pays où on peut rouler pendant des jours et on est toujours dans le même pays. C'est complètement fou, où tout est en haut, en bas, à gauche, à droite. Et il y a des sentiments de l'Amérique qui sont très, 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 très puissants. Quand vous êtes au centre de l'Amérique et que vous avez 3000 km de chaque côté de vous, vous êtes encore aux États-Unis, et ensuite il y a 6000 km d'océan Pacifique ou Atlantique avant, entre guillemets, le reste du monde, c'est une sensation qui est complètement folle. C'est en tout cas une sensation comme ça qui est tellement grande et vaste. Si on prend au premier degré la critique que fait Brice Couturier, on peut aussi, sans doute, je ne sais, dans votre écriture, et comment au fond l'a lu Bernard de Fallois qui nous a rejoint, qui est votre éditeur, c'est qu'on ne peut pas ne pas travailler sur la question du cliché ou de la parodie. Le poids est si lourd désormais dans nos cultures sur de l'image américaine, des films qui vont justement de Kubrick à Fritz Lang, à Cukor, jusqu'à aujourd'hui d'autres cinéastes. Il est nécessaire de s'en emparer, j'imagine, de ne pas les fuir et de jouer à les tordre par moments et justement à les parodier. Il y a de l'ironie dans votre livre, évidemment. Oui, il y a beaucoup d'ironie. Il y a beaucoup d'ironie, mais c'est une ironie qui est plus une ironie, mais qui n'est pas toujours montrée comme ironie, en tout cas dans la façon dont je le présente, mais qui en tout cas est pris comme de l'ironie parfois, et c'est bon signe. Il y avait dans ce livre en tout cas une envie, sans écrire mot pour mot, vous voyez des fois comme c'est étrange ce qui se passe, montrer des scènes et des schémas, et vous le dites par exemple très bien, avec ce $1 million qu'on offre à cet écrivain, mais c'est une société tellement extravagante, où tout se joue tellement comme ça, qu'il faut aussi se montrer un peu parfois extravagant pour la décrire bien. Et c'est un monde en soi qui est un monde qui est très complexe et qui est parfois difficile à comprendre, tant sur le plan de la justice que sur le plan de l'art, des médias, et qui en plus, c'est vrai, exercent sur nous en Europe cette fascination très agaçante, ce poids parfois lourd
de séries, et vous le disiez très bien, les séries américaines qui sont là et qui sont omniprésentes chez nous, c'est vrai, elles le sont. Et en même temps, en tout cas, est-ce que c'est la vraie Amérique? Est-ce que c'est la vraie Amérique, ces séries télé, ou c'est une Amérique de contrefaçon qui nous est vendue et dans laquelle vous plongez votre répertoire littéraire, il plonge vraiment dans les séries télé. Franchement, c'est Laura Palmer, votre histoire, c'est Twin Peaks. Non, c'est pas Twin Peaks, mais... cela dit, ces séries télé sont aujourd'hui considérées comme bien meilleures souvent que la production cinématographique actuelle. Mais j'aimerais même dire encore le reproche n'en est pas un nécessairement, Brice. Au contraire, on est en train de dire que West Wing vaut largement le cinéma mainstream produit par Hollywood, qui est un peu essoufflé par rapport au génie des scénaristes américains des séries. Enfin, au génie, au talent, on va dire. C'est juste, mais si c'est qu'il faudrait encore imaginer que certaines séries sont teintées de politique, en tout cas aux États-Unis, par rapport à la couleur de la firme qui les produit. On a des shows, je dis shows, attention, on a des séries qui sont des fois teintées d'une couleur républicaine très marquée, et ça se sent tout de suite parce qu'il y a ces valeurs qui passent à travers là. La série américaine qu'on peut voir au premier degré ou au deuxième degré ici est aussi une espèce de façon pour la politique et les valeurs américaines d'un bord ou de l'autre de s'insérer dans l'image des téléspectateurs. Alors, avec nous sur le plateau des Matins de France Culture, Harry Kéber, Bernard de Fallois, qui vous suit et qui vous couve comme une poule sur son poussin. Bernard de Fallois, vous voulez, je crois... Non, pas du tout, non. C'est pas ça, j'ai le plaisir de vous écouter. J'aime bien entendre des débats, j'aime bien apprendre des choses sur l'Amérique. Tout ce que j'ai entendu ce matin m'a vivement intéressé. Je partage tout à fait ce que vous dites sur les séries. Le talent s'est déplacé parce que le cinéma n'est plus ce qui rapporte de l'argent. Le cinéma rapporte moins que les séries télévisées. Et du coup, l'effort, l'inventivité, les équipes qui travaillent, le choix des scénarios se sont déplacés vers les séries télévisées. Pour moi, c'est un grand regret. J'espère que le cinéma renaîtra. Le cinéma américain a baissé énormément. On n'y trouve plus du tout les grands individus qu'il y avait autrefois. C'est un peu la conséquence du financement du cinéma. Il y a beaucoup moins d'individus qui peuvent se lancer seuls dans un film, mais c'est aussi parce que tout le mouvement de création s'est déplacé vers les séries télévisées. Et on peut se demander si nous n'avons pas vécu l'âge d'or du cinéma. Alors cet âge d'or du cinéma, justement, quand on lit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, Joël Dicker, il est vrai que l'on y pense. On pense à la fois au grand roman américain, dans sa façon que vous avez, au fond, oui, de parfois le citer, et puis de vous en déjouer. C'est évidemment qu'on pense à Lolita, et puis au fond, elle n'est pas Lolita, cette petite... J'ai fait Nola, c'est évidemment pas Lolita. On pense encore une fois à la comédie à téléphone blanc des années 40, et puis on pense aussi à Hawks évidemment. Mais écoutez, peut-être justement pour évoquer cette atmosphère, ceci. Come on, you've got to be made up and ready to shoot that test by 9 o'clock. But Mr. May! I think at this critical moment you might call me Norman. A Star is Born. Norman, what difference does it make how well I sing if my face is so awful? Your face is just dandy. Now wipe it off. Well, what should we do now? Lolita. Well, you ring down and order breakfast. No, I don't want to do that. Well, what do you want to do? Why don't we play a game? A game? Oh, come on. Now, you get onto room service at once. No, really. I learned some real good games in camp. One in particularly was fun. Well, why don't you describe this one in particular good game? Well, I played it with Charlie. Charlie, who's he? Charlie? He's that guy that you met in the office. You mean the boy? Mm-hmm. You and he? Yeah. I got a memento for you, too. Et Fury. Look inside. Henry to Catherine. It was my mother's wedding ring. I was named after her. So I
Turn it around. Catherine to Joe. Oh, Cat. I guess I'll have to wear it on my little finger. All aboard! Fury, le premier film, en l'occurrence américain, de Fritz Lang. Mais sur cette question de la vision que l'on peut avoir de l'Amérique quand on n'est pas américain et de notre vision, qui sait, erronée de l'Amérique, auquel référence faisait Brice Couturier, il y a ces propos de quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez lu, de Romain Gary, notamment quand il écrivait Chien blanc, Romain Gary. De quelle manière l'image de l'Amérique s'est-elle formée en France? Par la manière la plus bête et la plus superficielle, c'est-à-dire littéralement par le cinéma, qui, nous l'avons déjà vu, est faux au départ, est dépassé, et qui, lui aussi, ne présente à l'Amérique qu'une image fausse de l'Amérique. Et deuxièmement, par quelque chose de plus totalement faux, si je puis dire, c'est un certain nombre de préjugés défavorables créés au départ par un complexe d'infériorité croissant. Autrement dit, il y a eu une interpénétration entre la France et l'Amérique par des clichés, par des gens conventionnels porteurs de ces clichés, lesquels les gens ont perdu leur influence dans ce pays respectif. Autrement dit, la classe dirigeante américaine, qui avait une certaine idée de la France, et en plus un certain amour de la France, il faut bien dire, a pratiquement disparu comme influence politique en Amérique, et en France, réciproquement, les préjugés superficiels que nous avons acquis au cours de 40 ou 50 dernières années étaient basés sur quelque chose qui, en Amérique, n'existait plus depuis longtemps. Voilà, Romain Gary, c'était en 1970 à l'émission Paradoxe. Ah, cette question du cliché, elle est tenace, mais regardez tout de même, Joël Dicker, si on vous en fait la critique, en même temps, on est forcément toujours rattrapé par cette question-là. Il y a un des lieux de votre roman, ça se situe à Aurora. Si on tape Aurora, sur un moteur de recherche bien connu qui commence par G, on voit que c'est là qu'a eu lieu, pendant que vous deviez sans doute corriger les épreuves de votre livre, la fameuse tuerie dans un cinéma qui a fait plusieurs morts et qui est une sorte, au fond, de paradigme de ce que serait la violence américaine. Quand dans votre livre, on lit qu'au fond, le mieux pour cacher l'arme du crime, c'est de la porter avec soi. C'est toute la question du cliché américain sur la violence, mais qui en même temps régulièrement fait exploser l'actualité américaine avec justement ces tueries et ces massacres, comme encore une fois à Aurora, qui est aussi un des lieux de votre livre. Alors, Aurora, le nom de la ville, quand le massacre est arrivé, le livre était déjà imprimé. Oui, donc c'était après. Le choix de Aurora était un choix tout à fait aléatoire. Donc, c'est un nom de ville comme il pourrait y en avoir. C'est un nom de ville comme il en existe plus d'une, d'ailleurs, aux États-Unis, et qui représentait aussi assez bien une image qui pourrait aller plus ou moins à beaucoup de régions de l'Amérique. C'était une volonté, en tout cas, de ne pas cibler un endroit et un lieu précis. C'est pour ça que j'ai choisi cette ville qui n'existe pas, avec un nom qui est un nom comme ça, qui pourrait aller à n'importe quel petit bled. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. Il y a un très grand problème de violence, mais ce qui est intéressant, entre beaucoup de guillemets, dans la violence aux États-Unis, c'est qu'on se rend bien compte de la façon dont on la traite et dont on la traite ici, que c'est un problème très différent de la violence qu'on peut rencontrer ici et de la mentalité. Il y a un très grand fossé, et je vais dire heureusement, il y a un très grand fossé existentiel et culturel entre les Européens et les Américains, et c'est ça qui nous permet de nous développer sur nos propres continents de façon tout à fait indépendante les uns des autres. Mais moi, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué avec cette tuerie de Aurora, c'est que quand il y a eu une tuerie plus ou moins similaire en Norvège, à Utøya, je dis similaire, c'est-à-dire un jeune type qui tire sur la foule. Et j'ai trouvé très fou et très européen et très juste, en tout cas pour moi, que tout le débat et toute la question du procès du tueur, Andrés Breivik, a été de savoir, mais est-ce qu'il était fou ou pas? Est-ce qu'il était pénalement responsable ou pas? Et il y a eu toute une recherche de comprendre, est-ce qu'on doit le juger ou pas? Est-ce qu'on l'interne ou pas? Et c'était vraiment, je crois, le cœur
du procès. Ce qui est fou, c'est que 2 jours après la tuerie de Aurora, le procureur vient devant les médias et dit « Ne vous inquiétez pas, on va demander la peine de mort ». Et j'ai trouvé que ces 2 approches étaient des approches tellement représentatives de ces 2 mondes, un monde qui s'interroge sur la violence, qui est l'Europe, et un monde qui alimente la violence, je trouve, qui sont les États-Unis, qui sont un pays très très violent, je trouve. Quand vous arrivez aux États-Unis, quand vous passez devant un officier de l'immigration en tant que touriste, et moi, je veux dire, en tant que touriste suisse, avec un passeport suisse, j'imagine pas pour d'autres, et que je rentre aux États-Unis, j'ai l'impression d'avoir déjà commis un crime. C'est terrible. Vous êtes coupable de quelque chose. On se fait agresser. Et si je me trompe pas, il y a eu une note du président Obama lui-même demandant à l'immigration de faire un effort. Il leur dit, vous êtes la carte de visite de l'Amérique, vous pouvez pas traiter les gens comme ça quand ils arrivent aux États-Unis. C'est pas possible. Et il y a donc ce côté très, très fascinant de l'Amérique que je disais, très rebutant aussi, et qui pose beaucoup de questions. Et donc, je ne crois pas que l'envie de mettre ce livre aux États-Unis soit un envahissement de l'Amérique en Europe qui me pousse à dire on peut que faire quelque chose qui se passe aux États-Unis. C'est une question que moi-même, très personnellement, je me pose et qui m'appelle tellement de questions que ça m'inspire. Jean-Paul Dubois, en 2002, avait intitulé un recueil de chroniques « L'Amérique m'inquiète ». Est-ce que vous signeriez un livre avec le même titre aujourd'hui, à l'heure de la campagne électorale, par exemple? Si, bien sûr. L'Amérique m'inquiète. L'Amérique m'inquiète parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Amérique joue dans le monde un rôle très important. Quand l'Amérique part en guerre, le monde vacille. Les attentats du 11 septembre, je trouve, sont un événement majeur, en tout cas pour la marche du monde, parce qu'après ces attentats-là, les Américains sont partis 2 fois en guerre et ça a entraîné toutes sortes de conséquences très, très importantes. Et je crois que la bonne santé, la bonne santé physique et morale des Américains est très importante parce que ça évite qu'ils fassent trop de bêtises autour d'eux. C'est vrai que l'élection de Barack Obama n'est pas certaine et c'est pour moi... Il a gagné des points encore. Il a gagné des points, mais elle n'est pas certaine. Apparemment, les bourdes de Mitt Romney régulières déclarant des choses invraisemblables le desservent, je crois, pas mal. Et j'espère très sincèrement que les Américains auront le bon sens de réélire Obama parce qu'il y a tellement de choses à faire pour eux. Il y a une telle transition pour le pays. C'est inquiétant quand on voit ce qu'ils proposent, qui sont des choses basiques, une assurance maladie, des impôts qui sont revus, enfin, toutes ces choses qui sont tellement évidentes et qu'on voit comment ça se passe, on se dit mais c'est pas possible, personne ne comprend rien. Donc il y a une inquiétude et j'espère que les Américains donneront encore 4 ans à Obama pour essayer de mettre sur pied ce qu'il essaie de faire. Péniblement, il n'a pas de soutien. Il gouverne difficilement parce qu'il y a toute une partie du pays. Il est en cohabitation, dans une sorte de cohabitation. Complètement. Et c'est très très difficile. Nous a rejoint Philippe Trétiac pour le Tout Flamme de 8h55, mais vous avez lu le livre de Joël Dicker. Je crois même avoir été un des tout premiers à l'avoir lu, grâce d'ailleurs à votre attaché de presse, Philippine Cruz, qui m'a beaucoup sollicité, et elle avait bien raison. Et je voulais, donc j'avais évidemment beaucoup aimé votre livre, je l'ai écrit dans Elle, etc. Mais je voulais mettre juste un petit correctif à ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est très dur de rentrer aux États-Unis, on a toujours le sentiment d'être comme ça. C'est le grand reporter qui parle, là. Mais la vérité aussi, c'est qu'une fois que vous êtes rentré, c'est beaucoup plus rare qu'on vous contrôle. C'est-à-dire que c'est difficile d'y rentrer, mais une fois que vous y êtes, vous êtes très très libre. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que j'ajouterais une chose. J'ai fait un reportage. Les New-Yorkais sont charmants. Oui, j'ai fait un reportage dans la rue si vous êtes perdu, avant que vous leur demandiez quoi que ce soit. C'est la vérité. J'ai fait un reportage dans Elle sur le seul collège américain où les professeurs étaient armés. C'est au Texas. C'était absolument extraordinaire. Et donc, j'ai fait par la même occasion un reportage sur les armes. J'y étais au moment de l'élection d'Obama. C'est-à-dire, un jour, j'étais au Texas. On a pris l'avion et j'étais avec le grand photographe de guerre, là, Yuri Kozyrev. On est arrivé à New York. On était à Harlem le soir de l'élection d'Obama. Ce qui était extraordinaire, c'était l'opposition de ces deux mondes. Mais en même temps, c'était des mondes qui cohabitent et qui ne se font pas la guerre. Dans d'autres endroits du monde, les gens s'entretueraient. C'est quand même ça aussi, l'extraordinaire chose des États-Unis. Joël Dicker. Oui, ce que vous dites est très fort et très juste sur le fait que c'est vrai qu'on passe un mauvais moment quand on entre,
Mais quand on est à l'intérieur des États-Unis, il y a cette liberté complètement folle. Et c'est très, très juste. Cette immensité, cette liberté. Mais c'est un pays qui est très complexe, et vous le dites très bien, avec des États tellement différents les uns des autres, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi, jusqu'à se dire, mais au fond, qui sont les Américains? Il y a la question du droit que vous posez, vous, dans votre roman, Joël Dicker. Vous exposez une vision assez amusante, au fond, du droit américain, qui laisse la place plutôt à l'invention individuelle, là où il n'y a pas de loi. Vous êtes juriste de formation, me semble-t-il. Alors, page 54, c'est la beauté du droit en Amérique. Lorsqu'il n'y a pas de loi, vous l'inventez, et si l'on ose vous chercher des poux, vous allez jusqu'à la Cour suprême qui vous donne raison et publie un arrêt à votre nom. Mais c'est vrai, enfin c'est vrai, c'est évidemment pas caricatural, c'est caricatural, mais en même temps, ça nécessiterait sinon d'écrire un essai, et plusieurs même, sur le droit américain, ce qui n'est pas le but du tout. C'était là de relater un peu quelques faits, et c'est un fait qui est vrai, qui raconte pourquoi est-ce que aux États-Unis on doit vous dire vos droits maintenant quand on vous arrête. Phrase reprise dans le cinéma tout le temps à gauche et à droite, vous avez le droit de garder le silence, etc. Et tout ça, c'est parce qu'il y a eu une affaire Miranda où un type a été condamné sur la base de ses aveux à lui. Et cet homme Miranda avait pas été très longtemps à l'école, n'était pas au courant que, ni moi d'ailleurs, que le Bill of Rights l'autorise à ne pas s'incriminer. Et son avocat a fait recours, il est allé jusqu'à la Cour suprême qui a dit « Vous avez raison, et désormais, quand on arrête quelqu'un, on doit lui dire ses droits, parce que tout le monde n'est pas au courant de ses droits. » Mais ça, c'est quand même très, très impressionnant comme construction du système, où c'est un avocat qui va jusqu'à la Cour suprême et qui tout d'un coup change les choses de cette façon-là. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé et dont je voulais parler. Vous décrivez aussi l'emballement alors médiatique et la propagation de la rumeur, qui fait là aussi un écho au fond à ce film, sans doute un des plus grands films de l'histoire du cinéma, de Fritz Lang, Fury, sur au fond la manipulation de la vérité, et la vérité qui en cache une autre, qui sans cesse au fond vacille. Est-ce que c'est selon vous tout de même là aujourd'hui, et serions-nous menacés par cela, puisqu'on est toujours qu'on a 10 ans de retard par rapport aux États-Unis, entre guillemets, cette espèce de propagation rapide de la rumeur et d'un emballement du système médiatique, relié notamment avec la complicité et la perversité des éditeurs, monsieur De Fallois. Joël Dicker. Et je crois pas que ce soit complètement uniquement américain, cet emballement des médias, et on est dans un monde complètement médiatisé. On a des réseaux sociaux, on a Internet tout le temps. Quand une info se passe, mais je trouve que c'est même très dangereux pour les journalistes, parce qu'on attend tellement quand il y a quelque chose qui se passe, on veut avoir toutes les informations tout de suite maintenant, et donc on entend parler d'un événement, on se rue sur Internet, on regarde ce qui se passe, on trouve une dépêche, on la lit, 10 minutes plus tard, ou peut-être même 5, on retourne parce qu'on veut savoir ce qui se passe, et la dépêche est la même, on se dit mais c'est pas possible. Ça n'a pas changé, et on attend beaucoup, et je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur l'information. On doit avoir de l'info tout de suite, maintenant, des nouvelles infos, des infos fraîches, et souvent, ça conduit à des méprises. Souvent, j'ai l'impression que ça conduit parfois à de l'emballement, mais qui est plutôt dicté par la volonté de l'acheteur, du lecteur, de l'auditeur. Mais vous décrivez la dérive, jusque même donc dans le milieu éditorial. L'éditeur est épouvantable dans votre livre, Joël Dicker. Il est épouvantable, Bernard De Fallois, cet éditeur. Oui, peut-être un petit peu caricatural, mais je crois qu'il n'y a pas que l'édition américaine qui est soumise à la loi de la recherche du succès par tous les moyens. Et oui, mais en fait, il va jusqu'à rebalancer complètement la notion même d'être un écrivain ou de faire une œuvre. Il lui dit, mais au fond, tu n'es pas là ni pour faire des livres, ni pour être un écrivain. Tu es juste là pour raconter des histoires qui vont nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et il lui propose des nègres, finalement, des ghostwriters pour qu'il aille plus vite. Quand René Clair m'a raconté sa vie américaine dans les années qu'il a passées pendant la guerre aux États-Unis, il m'a dit, il n'y a que chez nous, que l'on croit qu'un metteur en scène, un réalisateur, un cinéaste, c'est quelqu'un d'important. C'est un employé qui est engagé par un producteur à Hollywood et qu'on change le lendemain ou le surlendemain s'il ne plaît pas. Et ça m'a donné une grande leçon de modestie. C'est tout à fait le contraire de la France. L'édition à l'américaine, qui comporte sûrement une grande diversité et probablement des éditeurs comme autrefois, mais dont on parle moins, l'édition américaine est en train de se propager dans tous les pays du monde. Je crois que ce n'est pas une vérité trop pessimiste que de le dire. Je suis partisan de résister à cela. Je crois le montrer. Joël Dicker. Voilà, mais dans le cadre de l'éditeur, qui est américain évidemment, parce que le livre se passe aux États-Unis, il n'y a pas forcément uniquement une volonté de montrer
montrer du doigt l'édition américaine. Il se trouve que c'est le monde de l'édition parce qu'on ne pouvait pas non plus aller dans tous les mondes possibles et imaginables dans le livre, mais c'était la volonté d'un type, au fond, cet éditeur-là, on le voit uniquement sous son rôle de chef d'entreprise, PDG, qui doit faire marcher sa boîte, qui doit gagner de l'argent, qui doit faire des succès, mais qu'on pourrait transposer dans n'importe quel autre domaine avec cette urgence de faire un produit qui marche. Et parce qu'il faut respecter le contrat. Il faut respecter le contrat, il faut respecter les acheteurs potentiels. Et il y a cette espèce de folie qu'on a souvent maintenant, où il y a beaucoup il faut faire du profit, il faut que ça marche, on licencie, et puis si vous ne travaillez pas assez bien, on mettra notre usine en Chine ou ailleurs. Et il y a ce problème-là qui est donc mis ici dans le monde de l'édition, parce que c'était important aussi d'avoir une certaine homogénéité dans le livre, mais qui s'applique, je trouve, à pas mal de différentes branches. Alors, est-ce que, finalement, on a parlé d'un roman qui se situe sur les rails du polar, souvent, évidemment, dans la manière de raconter l'histoire, mais est-ce que, finalement, on n'est pas aussi, à travers un roman qui raconte l'histoire d'un livre, je voudrais vraiment revenir là-dessus, est-ce qu'on n'est pas sur l'histoire de, au fond, quelque chose qui aurait un rapport avec l'imposture et même la honte de soi que peut ressentir un écrivain? Oui, que peut ressentir un écrivain, que peut ressentir un homme, que peut ressentir quiconque qui veut donner une image de lui, qui a des ambitions, qui se retrouve au fond dans les interactions de la vie avec les autres et qui se trouve parfois obligé de vouloir donner une image, qui se trouve sur beaucoup de pression, mais qui n'est pas forcément par rapport à un personnage public ou à une vedette, mais vraiment par rapport à soi-même et aux autres, de façon très unique et très personnelle, très, je sais pas comment dire, avec un lien très simple au fond de nous-mêmes, qui, quand on est tout nu, on se dit mais au fond, qu'est-ce qu'on est vraiment? C'était un peu ça. Est-ce que le sentiment de l'imposture, vous qui avez connu tant d'écrivains, Bernard de Fallois, est un sentiment que vous avez décelé ou pas, des écrivains qui peuvent se dire mais au fond je ne mérite pas ce que je reçois. Alors dans le cas en plus du livre de Joël Dicker, c'est extraordinaire, mais on ne peut pas dire pourquoi, évidemment, parce qu'il y a une justification à ce sentiment-là. Mais là je m'arrête là, sinon oui, dans son livre, c'est frappant dès le début, quand on raconte la jeunesse de Marcus Goldman et la manière dont il... puis et d'Harry Kéber. Et aussi d'Harry Kéber, naturellement. Mais ce sentiment de la... Je ne peux pas dire que je l'ai ressenti chez les grands écrivains que j'ai connus, non, je ne crois pas. Si je pense à des gens que je trouve immenses, comme Georges Simenon, comme Marcel Pagnol, je n'ai pas du tout le sentiment qu'ils vivaient dans l'idée qu'il y avait quelque chose de faux dans le personnage qui existait par rapport à la réalité. Je ne crois pas. Mais il faut dire qu'à cette époque, d'ailleurs, à l'époque de Pagnol et de Simenon, les médias n'avaient pas transformé, n'avaient pas pipolisé, n'avaient pas remplacé les œuvres par les personnes, par les écrivains, et tous les défauts dont nous souffrons aujourd'hui étaient et commençaient à apparaître peut-être, et ont existé au 19e aussi, mais étaient moins nets. Brice Couturier ? Écoutez, je vais conclure mon chapeau parce que cette question-là m'amène à la question suivante que j'avais envie de poser à cet auteur depuis le début. Votre personnage, Marcus Goldman, il a fait un best-seller et c'est son problème parce que son premier livre a été un succès colossal et il est bloqué devant la nécessité de rééditer le coup et d'où le sentiment d'imposture qu'il éprouve effectivement en permanence parce que effectivement, quand il était à l'université, il s'appelait Monsieur Formidable parce qu'en fait, il avait truqué tout, etc. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même de la part de l'auteur Joël Dicker une espèce d'aveu personnel. Est-ce que vous aussi, vous n'éprouvez pas un sentiment d'imposture? C'est votre deuxième bouquin. Le premier a été accueilli avec énormément d'éloges par la critique. Donc vous êtes attendu au tournant avec le deuxième. Donc avec le deuxième, vous devez remarquer un grand coup. Et quand je dis sentiment d'imposture, est-ce que c'est pas précisément ce que je disais tout à l'heure dans mon chapeau? Le fait qu'en tant qu'écrivain suisse, en plus de langue française, vous n'éprouvez pas par rapport à ces géants américains que je citais tout à l'heure, le même sentiment d'imposture qui fait que vous êtes obligé d'aller
pour vous situer sur le même terrain qu'eux, sur leur terrain, les États-Unis, avec les mêmes poncifs qu'eux, pour essayer de vous mesurer. Mais vous, petit écrivain suisse de langue française, qu'est-ce que vous pesez finalement par rapport à un Cormac McCarthy ou un Jim Morrison? Ah non, mais c'est amusant parce que pas du tout, mais j'espère que vous prenez bonne note. Je vous mets en garde, Brice, il est boxeur. Hein. Le son héros aussi, d'ailleurs, comme par hasard. Lui, il est vrai qu'il y a identification. J'espère que Bernard de Fallois prend bonne note de l'immense succès de notre premier livre. Succès critique, succès critique, oui. Mais je crois que en tout cas, mon questionnement de l'imposture, et c'est amusant, il n'est pas du tout ciblé en tout cas sur l'œuvre ou sur l'art, mais il est surtout ciblé en tout cas sur moi-même, parce que je suis aussi dans un âge où on se demande, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de la vie, quelles vont être les vies. Puis j'ai des amis qui sont un tout petit peu plus vieux que moi, qui ont la quarantaine, et puis on leur parle, et puis voilà, ils sont pas toujours heureux de leur vie, ils sont pas toujours très heureux en couple, ils sont pas toujours très heureux de ce qu'ils sont. Et ma question sur l'imposture, c'est pas de savoir si on se sent petit ou grand par rapport aux Américains, j'ai pas du tout de souci avec ça, mais c'est de me dire, voilà, est-ce que dans 10 ans, est-ce que je serai heureux, est-ce que je serai aimé, est-ce que j'aimerais, et est-ce que j'aurais fait de ma vie, qui est au fond une petite chose, la vie c'est pas grand-chose, est-ce que j'aurais fait de la vie quelque chose qui a valu la peine d'être vécu, ou est-ce que je l'aurais jeté par la fenêtre en voulant être marié à une belle femme, ou riche, ou ci ou ça. Et c'est ma grande question au fond, parce que c'est ce qui m'intéresse dans la vie, c'est vivre ça de façon très honnête et très pleine. Caroline Eliachev. Oui, alors je joue le rôle de l'auditeur naïf qui n'a pas encore lu votre livre, car malheureusement je ne l'ai eu qu'hier. Et donc je me dis, après vous avoir écouté, est-ce que j'ai envie de lire votre livre ? Finalement, c'est ce que se dit l'auditeur. Alors, la réponse est mitigée, c'est-à-dire, je vous trouve éminemment sympathique. Je trouve que vous parlez vraiment bien de ce livre dont on saisit une extrême complexité. Et en même temps, ne l'ayant pas lu, peut-être heureusement, j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Donc, j'ai envie d'aller voir. Voilà. C'est plutôt positif. C'est qu'il nous avait mis la puce à l'oreille il y a quelques jours, ici même dans les matins de France Culture, sur le coup des 7h56, Philippe Meyer, enthousiaste sur un livre d'un type qu'on ne connaissait pas très bien, déjà auteur d'un premier roman, auteur du second, publié en ce moment chez De Fallois, L'âge d'homme. Quelques chuchotis, quelques O-A, comme ceux de Marc Fumaroli ou Dominique Schnapper, avaient continué un petit peu de nous intriguer, alors on s'y est mis. C'est qu'il faut s'y mettre pour lire ce livre qui est gros comme un punching ball, près de 700 pages. Et oui, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Écoutez donc le poids que ça fait, cette histoire de l'affaire Harry Kéber. Voilà, 700 pages, voilà, que l'on lit, comme on dit, comme un page-turner. On ne peut pas s'arrêter. Que dit ce livre? Quelles questions pose-t-il? Eh bien, par exemple, c'est la question que pose son auteur, Joël Dicker. Bonjour, Joël Dicker. Bonjour. Jeune écrivain suisse de 27 ans, avec cette histoire de la vérité de l'affaire d'Harry Kéber. Il est question d'un meurtre, d'un professeur de littérature, d'une histoire d'amour entre une trentenaire et une jeune fille de 15 ans, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Il y est question aussi d'écriture, d'Amérique, de justice, d'imposture, d'amitié. Enfin bref, c'est une Amérique donc vue par vous, un Suisse qui regarde ses mentalités, son système juridique, et qui, pour bien écrire cette histoire-là, a décidé, ce Suisse, de se prendre pour un Américain, voilà, qui ne va pas arranger les choses pour un livre qui, encore une fois, parle notamment d'imposture. Dites donc, il y a aussi autre chose. Votre héros principal, Marcus Goldman, écrivain à succès, qui est en proie aux affres de la page blanche et du deuxième livre. Il s'appelle aussi, son surnom, le Formidable. Mais le Formidable, c'est celui qui effraie. Merci pour cette introduction très impressionnante. Enfin, on se vengera, vous avez quand même, parlé, hein. mais oui, mais j'espère bien. Mais c'est le Formidable, c'est très effrayant. Mais le Formidable tel qu'il est présenté est très effrayant pour Marcus, qui a besoin de faire de la boxe pour se faire battre, qui se rappelle toujours au fond qu'il est très humain et très humble. Alors, pourquoi, racontez-nous tout de même, qu'est-ce qui vous a pris après un premier roman qui avait été reconnu par beaucoup de critiques? Qu'est-ce qui vous a pris, et qui s'appelait Les derniers jours de nos pères, toujours chez De Fallois, L'âge d'homme, qu'est-ce qui vous a pris, cela dit, de vouloir écrire un livre
américain. Et qu'est-ce que ça veut dire que de vouloir écrire un roman américain et pas un roman tout court? Quelle est la nuance? On lit quelques entretiens de vous où vous dites ça. J'ai voulu écrire un roman américain, mais est-ce que ça change quoi? Oui, c'est-à-dire que la littérature américaine qui a une part très importante dans, j'allais dire, dans ma vie, mais dans mon développement de ma littérature. Je crois que chacun d'entre nous avons une littérature qui nous parle plus, peut-être parce qu'elle correspond à un monde qui nous parle. Et c'est vrai que les États-Unis sont un pays et une culture qui m'ont toujours fasciné, dans les bons comme dans les mauvais côtés, et où j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai eu la chance, enfant, d'y passer à peu près un mois par année. Et il y avait quelque chose de très intriguant pour moi dans l'Amérique, et aussi l'Amérique représentait pour moi, puisque j'y étais enfant, un espèce de terreau immense comme ça, de rêves, d'envie, beaucoup de matière pour mes inspirations. Et j'avais très envie que l'Amérique soit le lieu, le décor d'un livre. Et alors cette Amérique, c'est New York, le New Hampshire et l'Alabama. Alors mon Amérique à moi, c'est essentiellement la Nouvelle-Angleterre qui correspond au Massachusetts, le Vermont, le Maine, toute cette région-là du nord de la côte Est, qui est une région très particulière, qui est une Amérique en elle-même très particulière, très différente, plus intellectuelle, plus calme. C'est l'Amérique de Catherine Hepburn dans les films de Hawks. Complètement. Très yard. Absolument. Et il y avait l'envie vraiment que le roman puisse se passer là, mais il y avait la question, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour installer en français un roman aux États-Unis? C'était pas très clair. Et j'ai commencé par faire quelques essais où, au fond, les protagonistes de l'histoire étaient des Français qui évoluaient en Amérique. Et ça marchait pas très bien parce que mon envie n'était pas, non pas d'avoir un regard européen sur l'Amérique, mais avoir un regard américain ou américano-américain, et en tout cas le rendre le mieux possible. Donc vous vous êtes dit, je suis américain? Mais j'ai essayé. C'était au bout le premier essai. Mais vous l'êtes un peu quand même ou pas? On vous connaît pas du tout. Non, vous êtes pas du tout. Genevois? Je suis Genevois, Suisse. Bon, ça, personne n'est parfait. Né en Suisse. Mais j'ai de la famille à Washington qui ont une maison. Ah, voilà, quand même. Voilà. Qui ont une maison dans le Maine. Et c'est pour ça que tous les étés enfants, je suis parti, mes parents, mes frères et sœurs, en délégation, et on passait un mois dans leur maison du bord de mer. Et, à manger les sandwichs au homard. À peu près, ouais. Non, mais c'est un monde absolument incroyable. Et c'est un monde qui est très particulier et qui est en plus particulier à l'Amérique elle-même, parce que c'est une région, cette région du Maine, où en été, toute une partie de la côte Est va pour les vacances, et ça crée un espèce de mélange entre les locaux et les estivants assez incroyable. Et c'était vraiment pour moi un endroit où je me suis dit, mais il faudrait que le livre soit là vraiment. C'était très difficile de rendre cette Amérique que je connaissais avec des personnages qui n'étaient pas américains, et je me suis dit, mais il faut tenter de me prendre pour un Américain. C'est ce que j'ai essayé ici. Alors, c'est quoi la vérité sur l'affaire Harry Kéber, Joël Dicker? C'est un polar, un roman noir, un roman d'apprentissage, une farce, un faux polar? Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie. On vous sent jouer beaucoup aussi avec ce qu'on appellerait au fond peut-être les clichés du cinéma américain ou du genre polar par exemple. Mais il y a aussi quelque chose du roman d'apprentissage. Pour le dire d'un mot, parce que c'est très compliqué de le résumer, il faut surtout en plus qu'on ne soit pas tenté de dévoiler la fin, sinon on met tout par terre, évidemment. Oui, c'est le drame, vous allez me tuer. Mais on a bien envie de le faire pour se venger, que vous ayez mobilisé 2 jours entiers pour lire votre livre. Non mais c'est cela, c'est au fond ce jeune écrivain qui, parce qu'il est en panne, va aller dans le coin dont vous parlez, pour demander à son mentor, son prof de littérature, qu'il adule, de lui donner les conseils de comment, au fond, redémarrer pour se mettre à écrire. Et puis il arrive à cet Harry Kéber, une chose épouvantable, on l'accuse d'un meurtre d'une jeune fille de 15 ans, et puis ce Marcus Goldman se dit, non, il est innocent, et au fond, le sujet de mon 2e livre, enfin, on le pousse un peu à cela, sera d'enquêter pour rétablir la vraie vérité. Et évidemment, cette vraie vérité ne sera pas, encore une fois, celle que l'on croit. Mais c'est aussi une question de l'apprentissage. Oui, non, c'est très juste. C'est difficile de le mettre dans une boîte, même pour moi, parce que je crois qu'il faut parfois se donner le droit de ne pas mettre forcément un roman dans une boîte. Alors, il y a une enquête, ce qui pourrait le cataloguer comme polar, et en même temps, souvent, on entend dans polar quelque chose de très limité,
par rapport en tout cas à la réflexion. Et il y a aussi, et vous le dites très bien, tout un aspect sur l'apprentissage, sur ce jeune homme qui fait son apprentissage d'écrivain et d'homme, et qui est aussi une part très importante du roman, et qui pourrait au fond se lire complètement indépendamment de la partie polar. Et je crois que c'est un mélange de genres, mais qui correspond peut-être au fait que je suis moi-même un mélange des genres en étant un Suisse écrivant en français, édité en France, et écrivant un roman américain, entre guillemets. Et il y a un mélange déjà là qui peut-être se retrouve dans le livre, qui est une espèce de grand brassage comme ça, de beaucoup d'envie qu'on essaie de mettre ensemble. Et il y avait encore d'autres idées à la base qu'on a dû enlever, que j'ai dû enlever pour que ça tienne. Et donc, ne reste là que les éléments dont je considérais qu'ils pouvaient tenir tous ensemble sans se manger l'un l'autre. Est-ce qu'il y avait l'envie assumée aussi de faire quelque chose, puisqu'il en est question dans la vérité sur l'affaire Harry Kéber, de divertissant, qui soit dans la tradition, la belle et grande tradition du cinéma américain qu'on appelle, et qui se donne à l'entertainment, divertir. Oui, complètement, parce que je crois que c'est très important d'avoir des livres qui sont des moments de plaisir à part entière, et qu'on va lire comme on a envie de voir un bon film, qu'on va lire parce qu'on sait qu'en se plongeant dedans, on va passer un moment très agréable qui nous fait oublier un peu le reste. Et je trouve que c'est une fonction très importante qui doit être rendue au livre, qui est tout ce moment de plaisir qu'on a, les grandes histoires, les épopées, les aventures. C'est très important. Et j'ai moi-même des souvenirs de livres comme ça, très épais, qu'on n'a pas envie de lâcher. Et je me suis dit que ce serait un pari assez fou de faire un livre épais ou long, où les gens se disent ça a l'air assez gros, c'est la rentrée, il y a beaucoup de livres à lire, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et puis en fait, on se laisse prendre dedans et on le lit. Et c'est assez amusant, c'est amusant à écrire, mais quand on l'écrit, évidemment, on a toujours le doute de se dire, mais est-ce qu'au fond, ça va marcher? Mais c'est très amusant quand on nous dit, je te remercie pas 2 jours entiers. Je vous le confirme. Et c'est très amusant, et c'est très agréable aussi. Et c'est très agréable, évidemment, que l'on vous dise après que l'on est un peu triste si on quitte ces personnages. Hein. La réussite d'un roman, évidemment, se joue sur la tête désolée du lecteur qui ferme la dernière page. Oui, complètement. Bah, ça donne de l'énergie pour la suite. Alors c'est aussi, on le disait, enfin c'est aussi et beaucoup un roman d'apprentissage qui donne cette leçon qu'au fond réellement pour réussir, pour monter, il faut savoir tomber. Mais c'est vrai. Vous n'êtes pas tombé très souvent, vous? Pas très souvent, mais je suis encore jeune. Et ça va venir. Ça va venir. Mais vous avez quel âge déjà? 27 ans. Oui, c'est ça, c'est vrai alors. Mais vous savez, c'est vrai que, et en plus, le fait de tomber est un élément très cher à la culture nord-américaine, où les gens, pour réussir, on estime qu'ils doivent tomber au moins 3-4 fois avant. Les échecs forment. Et c'est quelque chose qui est très important. Peut-être que parfois, en Europe, on ose moins parce qu'on dit, oui, mais si je me plante. Et en Amérique, on dit, mais plante-toi, c'est très bien. Plante-toi 1 fois, plante-toi 2 fois, plante-toi 3 fois, 4 fois, et la 5e fois, ça marchera. Et c'est vrai que il faut oser. Il y a aussi dans le livre ce rapport avec le fait qui ose gagne. Qui ose gagne. Et c'est vrai. Qui ose gagne parce que peut-être qu'en osant, on va se planter, mais ce sera un pas en avant pour soi-même. Et c'est très important. Et c'est un livre aussi qui parle un peu de boxe. Et il y a cette image aussi de sport où souvent il y a une assimilation entre le sport et l'écriture qui sont, en tout cas comme je les vois, 2 choses très physiques qui demandent de l'engagement, qui demandent de rater, mais pour avoir envie de le refaire mieux. Et l'importance de savoir tomber, c'est ça. C'est se dire que la vie, c'est beaucoup de coups, c'est beaucoup de chutes, c'est beaucoup de rage, mais que tout ça donne au fond à la victoire après un goût très particulier. Il faut écrire comme on se met en position de garde. À la boxe, oui. C'est quoi la position de garde? La position de garde, c'est comme ça. Oui, c'est-à-dire... ne vous approchez pas, s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire, la position de garde, c'est la position que le boxeur prend avec les poings en avant, bien sur ses jambes, quand il se prépare à se battre. C'est-à-dire que c'est une position qui est à la fois très offensive parce qu'elle lui permet d'aller se battre contre son adversaire, et puis en même temps c'est une position qui est défensive parce qu'elle lui permet de se replier ou de se protéger contre les coups. Et dans le livre, effectivement, Harry Kéber introduit l'écriture comme une position où il faut être prêt à se battre
parce qu'on a ce lecteur qui est en face de nous, et il va falloir le prendre, se battre avec lui, et non seulement se battre avec ce lecteur-là, mais se battre contre soi-même en tant qu'écrivain qui aura plein de doutes, qui va se poser des questions, qui va se dire mais pourquoi? Et il faudra à ce moment-là se dire mais oui, je veux, oui, je peux, et on y va. Personne ne sait qu'il est écrivain. Ce sont les autres qui le lui disent. Mais c'est vrai. Et ça, c'est... Enfin, c'est on vous l'a dit, vous, ou pas encore? Bah, quand on a commencé à me le dire avec le premier livre, la réaction première, c'est de dire mais je ne suis pas écrivain. J'ai écrit un livre, merci, mais je ne suis pas écrivain. Parce qu'on se place par rapport aux autres, par rapport à ces images, à ces modèles, et on se dit mais je suis vraiment si peu, j'ai fait qu'un seul livre, c'est tellement rien, qu'on ne peut pas dire que je suis écrivain en comparaison à ceux que moi, je considère comme étant les écrivains. Et à partir de ça, m'est venue la question de dire, mais au fond, qui sont les écrivains? Est-ce que celui qui écrit chez lui et qui met beaucoup de cœur, mais qui au fond ne publie pas, ne serait-ce parce que ça ne l'intéresse pas, est-ce que c'est pas un écrivain aussi? Est-ce qu'on peut être un écrivain sans écrire? Est-ce qu'on peut être un écrivain sans écrire? C'est une très bonne question. Et je trouve au fond que voilà, à force qu'on me dise mais tu es écrivain, c'est génial, et moi de me dire mais je suis pas écrivain du tout, et me dire mais au fond c'est quoi être écrivain, qui m'a poussé un peu à cette phrase. Et il y a quelqu'un qui m'en a parlé encore il y a quelques jours en arrière, qui écrit, et je lui dis ah mais un écrivain comme toi qui vient, c'est génial, merci. Et il me dit ah ben merci de dire que je suis un écrivain. Il m'a parlé justement de cette phrase. C'est vrai qu'il y a une espèce de, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de papier, il n'y a rien qui dit est-ce qu'on est vraiment un écrivain ou pas. Et il y a même des gens qui écrivent des livres, on dit c'est pas un écrivain. Vous voyez, c'est difficile. Peut-être que les jurys du prix Goncourt vous le diront, puisque vous êtes sur la 2e liste sélectionnée. On verra. Et pourtant, si je vous cite encore, Marcus Goldman, Joël Dicker, un texte n'est jamais bon. Oui. Mais je crois que c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert... pas jamais bon, mais qui n'est jamais vraiment fini. Il y a une suite, évidemment. Oui. Mais oui, ouais. C'est-à-dire que j'ai découvert ça avec le premier livre, quand il a fallu procéder à ce qu'on appelle les corrections. Et qu'on se rend compte, en fait, que c'est un processus très amusant. Parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui est tout à fait extérieur au livre, très neutre, qui n'est pas un parent, qui n'est pas un proche, donc qui n'est pas là pour nous ménager, qui est éditeur, absolument. Comme De Fallois, quoi. Absolument, c'est lui. Bernard De Fallois. C'était une expérience avec Bernard De Fallois absolument géniale, que je craignais un peu au début. Pas par rapport à lui, mais je me disais, mais au fond, ce livre, j'ai déjà écrit, j'en ai un peu marre, etc. Le recorriger. Et puis en fait, c'était très amusant. C'était très amusant parce que pour la première fois, j'avais quelqu'un de très externe, de professionnel, qui me disait, mais ça, c'est comme ça tu devrais faire ça pense à ça. Et en fait, le texte a une deuxième vie. Et c'est très agréable. Et c'est un jeu, en fait, dans lequel on peut facilement se laisser prendre. Et on aurait envie que ça dure toujours, parce qu'on se dit, mais on pourrait le refaire, et ça refaire, et ça refaire. Et au fond, ça serait jamais fini. Et c'est pour ça qu'un livre n'est jamais bon pour soi, mais à un moment donné, il faut juste dire, basta, on l'envoie. On reviendra bien sûr sur l'état des questions que pose votre livre, y compris sur l'Amérique contemporaine, débat Obama-Romney ce soir, Mitt Romney ce soir, mais il y a aussi les questions de littérature sur lesquelles nous reviendrons avec vous. Harry, comment transmettre des émotions que l'on n'a pas vécues? C'est justement votre travail d'écrivain, répond Harry Kéber à Marcus Goldman. Vous avez écrit ce livre en suivant les 31 commandements imaginaires d'un écrivain qui n'existe pas et qui vous a poussé à faire ce livre. Oui, à peu près, mais les 31 commandements sont venus au fond en même temps. Qui font les 31 chapitres, hein, grosso modo, non? Oui, absolument, c'est ça. Ouais. Sont venus en même temps. Parce que voilà, le premier chapitre, on se dit, comment est-ce que je commence? Et on se dit, je vais écrire un gros livre, il faut que le chapitre 1 soit quelque chose qui nous emmène, sinon le lecteur va se dire, 600 pages, non merci. 8h16. Alors, Joël Dicker, les matins de France Culture, c'est un peu Filochard et Ribouldingue, ou le méchant ou le gentil. Le gentil flic et le méchant flic. Tantôt, on change les rôles. Là aussi, on ne dira pas quand et pourquoi. Bonjour Brice. Bon, vous êtes, bonjour, on va le dire, vous êtes un peu moins fanat que moi. Écoutez, on ne peut pas être tous fanatiques que de Dominique Schnapper jusqu'à Marc Voinchet. Tout le monde célèbre Joël Dicker. Bon. Il y a sûrement des mérites. Écoutez, moi je veux plutôt vous parler des rapports entre les États-Unis et l'Europe, puisque c'est ce que vous m'avez demandé de faire hier soir à 8h30. Il y a 50 ans, c'était les Américains qui n'avaient Dieu que pour Sartre et Camus, mais dans les milieux cultivés, on lisait aussi nos Simone de Beauvoir, Joseph Kessel, Louis Aragon et même Françoise Sagan. Or, depuis une trentaine d'années, nous, Français, lisons de plus en plus de romans américains, et les nôtres ont pratiquement cessé de s'exporter. Mais aussi, me direz-vous,
Quel écrivain français contemporain à la carrure de Jim Harrison, le lyrisme déjanté d'un Cormac McCarthy, le réalisme microscopique et humaniste d'un Raymond Carver. Quel romancier français aura décrit l'histoire intime de sa génération avec le talent d'un Jay McInerney? Connaissez-vous un roman français du XXIe siècle proposant un tableau moral et sociologique de la France contemporaine de l'envergure de Freedom de Jonathan Franzen? Où sont nos Saül Bellow, nos Richard Ford, nos Joseph Roth, nos Toni Morrison? Alors, comme au temps lointain où Richard Anthony adaptait Paul Anka et Johnny Hallyday faisait traduire Elvis Presley, Elvis, si vous cherchez la bagarre, vous vous souvenez, If you're looking for trouble. Alors nous avons à présent des doublures nationales des gloires mondiales américaines. Ainsi, Frédéric Beigbeder est devenu la version française de Bret Easton Ellis. Parce que nous ne faisons pas le poids, certains romanciers se sont mis à l'école de la fiction anglo-saxonne. Vous n'êtes pas le seul, Joël Dicker, à écrire une histoire qui a pour cadre les États-Unis. Marc Duguin est coutumier du fait et Maëlys de Kerangal a magistralement réussi son histoire californienne, Naissance d'un pont, pour prendre ces deux exemples. Mais c'était encore un roman français situé aux États-Unis. Votre roman à vous, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, se présente comme une fiction anglo-saxonne écrite directement en français. On cherche mention d'un traducteur. Une jeune fille, Nola Kellergan, a été tuée durant l'été 1975 dans un bled du New Hampshire. On découvre son corps en 2008 dans le jardin d'un célèbre écrivain-professeur, Harry Kéber donc, qui se trouve avoir vécu avec cette Nola un amour interdit puisqu'elle n'avait que 15 ans. Son disciple et ami, le héros narrateur, se lance dans une enquête qui fait émerger de ce passé lointain toutes sortes de turpitudes. La petite Nola posait nue pour l'homme de main d'un milliardaire pervers, elle faisait des fellations au chef de la police locale, elle avait disparu une semaine entière dans un hôtel de Martha's Vineyard avec son grand écrivain sans que le pasteur, son père, ne s'avise de prévenir les autorités. Le roman suit le déroulé d'une enquête de roman policier classique des années 40. On est plus près de Chandler que de Goodies. De temps à autre, des menaces adressées à l'enquêteur viennent confirmer le lecteur dans l'idée qu'il y a un secret caché. Or, des strates successives de vérité sont découvertes une à une, chaque peau d'oignon venant contredire ce qu'on croyait savoir. Stratégie narrative qui est exactement celle des séries télé. Mais ce sont les personnages qui ont fini par m'intriguer. Ils sont trop caricaturaux, tellement inspirés par la bande dessinée ou le cinéma noir, qu'on en vient à soupçonner l'auteur d'être un petit malin qui nous la joue second degré. Parce qu'enfin, cette Nola Kellergan, c'est Laura Palmer. Le corps découvert avec un manuscrit dans son sac, c'est une affaire classée de cold case. Et si on avait affaire à un roman entièrement écrit, entre guillemets, à une parodie de série télé? Ainsi s'expliquerait l'absence de crédibilité de cette histoire de romancier à qui un éditeur offre $1 million pour un méchant bout de prose qu'on aurait passé au rewriting chez Détective. Ces clichés de filles au sein marqué de coups, ce grand écrivain et professeur de littérature manifestement emprunté au Humbert Humbert de Nabokov, ces silhouettes surlignées, votre Amérique, Joël Dicker, c'est celle des planches de Loustal et Paringo dans Métal Hurlant des années 80, elle est entièrement au second degré. Je confesse avoir décroché à la page 356, de même que je ne sais toujours pas qui a tué Laura Palmer, de même je mourrai sans savoir qui a tué Nola Kellergan. Mais vous, il paraît que vous êtes bien parti pour le prix Goncourt. Je ne savais pas, ces austères membres du plus prestigieux de nos jurys littéraires, accessibles à la parodie ironique, si c'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà le procureur. Non, c'est très bien. C'est très bien. Joël Je trouve que vous Dicker. posez des questions très intéressantes. Ouais, on est a priori payé pour ça en même temps. Non, mais mais bon, j'espère qu'on y arrive. Vous soulevez une très bonne question. Vous avez abordé plusieurs points. Et le premier point que vous abordez, qui est très important, je trouve, c'est la question de la littérature américaine, de ce qu'elle est, de l'importation ou pas. Je ne sais pas si elle a une envie, en tout cas dans ce livre, une passion de l'Amérique qui écraserait tout et qui donne envie de s'y plonger. Je crois qu'il y a un intérêt personnel, comme il pourrait y avoir un intérêt pour l'Asie ou une autre région du monde, mais c'est amusant parce que toucher aux Américains, c'est rentrer comme ça dans un monde où il faut faire attention où on met les pieds, parce que si on écrit un livre qui se passe en Asie, on est un explorateur, on est intéressé par le monde, on est ouvert sur le monde. Quand on écrit un livre qui se passe aux États-Unis,
on est complètement écrasé par la culture américaine et complètement écrasé dans sa libre pensée, et on est au fond plus grand-chose. Et je trouve que ça, il faut laisser. Il faut évidemment être critique de ce qu'on voit et de ce qu'on fait, mais il faut aussi laisser à l'Amérique ce qu'elle a toujours été, et essentiellement, et surtout pour nous les Européens, cette espèce de monde où tout est possible, à tort ou à raison. C'est l'image qu'on s'en fait, et qui est d'ailleurs fausse quand on le voit de l'intérieur. C'est un pays très dur, mais il y a cette possibilité, ces espaces, c'est déjà physique. Le ciel est la limite, hein, la fameuse chanson, le ciel est la limite. Et vous savez, je viens de Genève, une ville où il y a 3 montagnes qui écrasent la ville de part en part et un lac devant. Avec un jet d'eau. Il y a un jet d'eau, mais il y a des frontières tout le temps. Et en hiver, il y a une chape comme ça de nuages qui se forme, et on a des frontières partout. Et on arrive en Amérique, un pays où on peut rouler pendant des jours et on est toujours dans le même pays. C'est complètement fou, où tout est en haut, en bas, à gauche, à droite. Et il y a des sentiments de l'Amérique qui sont très, 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 très puissants. Quand vous êtes au centre de l'Amérique et que vous avez 3000 km de chaque côté de vous, vous êtes encore aux États-Unis, et ensuite il y a 6000 km d'océan Pacifique ou Atlantique avant, entre guillemets, le reste du monde, c'est une sensation qui est complètement folle. C'est en tout cas une sensation comme ça qui est tellement grande et vaste. Si on prend au premier degré la critique que fait Brice Couturier, on peut aussi, sans doute, je ne sais, dans votre écriture, et comment au fond l'a lu Bernard de Fallois, qui nous a rejoint, qui est votre éditeur, c'est qu'on ne peut pas ne pas travailler sur la question du cliché ou de la parodie. Le poids est si lourd désormais dans nos cultures sur de l'image américaine, des films qui vont justement de Kubrick à Fritz Lang, à Cukor, jusqu'à aujourd'hui d'autres cinéastes. Il est nécessaire de s'en emparer, j'imagine, de ne pas les fuir et de jouer à les tordre par moments et justement à les parodier. Il y a de l'ironie dans votre livre, évidemment. Oui, il y a beaucoup d'ironie. Il y a beaucoup d'ironie, mais c'est une ironie qui est plus... Une ironie, mais qui n'est pas toujours montrée comme ironie, en tout cas dans la façon dont je le présente, mais qui en tout cas est pris comme de l'ironie parfois, et c'est bon signe. Il y avait dans ce livre en tout cas une envie, sans écrire mot pour mot, vous voyez des fois comme c'est étrange ce qui se passe, montrer des scènes et des schémas, et vous le dites par exemple très bien, avec ce $1 million qu'on offre à cet écrivain, mais c'est une société tellement extravagante, où tout se joue tellement comme ça, qu'il faut aussi se montrer un peu parfois extravagant pour la décrire bien. Et c'est un monde en soi qui est un monde qui est très complexe et qui est parfois difficile à comprendre, tant sur le plan de la justice que sur le plan de l'art, des médias, et qui en plus, c'est vrai, exerce sur nous en Europe cette fascination très agaçante, ce poids parfois lourd de séries, et vous le disiez très bien, les séries américaines qui sont là et qui sont omniprésentes chez nous, c'est vrai, elles le sont. Et en même temps, en tout cas, est-ce que c'est la vraie Amérique Est-ce que c'est la vraie Amérique, ces séries télé, ou c'est une Amérique de contrefaçon qui nous est vendue et dans laquelle vous plongez votre répertoire littéraire, il plonge vraiment dans les séries télé. Franchement, c'est qu'on se rend bien compte de la façon dont on la traite et dont on la traite ici, que c'est un problème très différent de la violence qu'on peut rencontrer ici et de la mentalité. Il y a un très grand fossé, et je vais dire heureusement, il y a un très grand fossé existentiel et culturel entre les Européens et les Américains. C'est ça qui nous permet de nous développer sur nos propres continents de façon tout à fait indépendante les uns des autres. Mais moi, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué avec cette tuerie de Aurora, c'est que quand il y a eu une tuerie plus ou moins similaire en Norvège, à Utøya, je dis similaire, c'est-à-dire un jeune type qui tire sur la foule. Et j'ai trouvé très fou et très européen et très juste, en tout cas pour moi, que tout le débat et toute la question du procès du tueur, Andrés Breivik, a été de savoir, mais est-ce qu'il était fou ou pas? Est-ce qu'il était pénalement responsable ou pas? Et il y a eu toute une recherche de comprendre, est-ce qu'on doit le juger ou pas? Est-ce qu'on l'interne ou pas? Et c'était vraiment, je crois, le cœur du procès. Ce qui est fou, c'est que 2 jours après la tuerie de Aurora, le procureur vient devant les médias et dit « Ne vous inquiétez pas, on va demander la peine de mort ». Et j'ai trouvé que ces 2 approches étaient des approches tellement représentatives de ces 2 mondes, un monde qui s'interroge sur la violence, qui est l'Europe, et un monde qui alimente la violence, je trouve, qui sont les États-Unis, qui sont
un pays très très violent, je trouve. Quand vous arrivez aux États-Unis, quand vous passez devant un officier de l'immigration en tant que touriste, et moi, je veux dire, en tant que touriste suisse avec un passeport suisse, j'imagine pas pour d'autres, et que je rentre aux États-Unis, j'ai l'impression d'avoir déjà commis un crime. C'est terrible. Vous êtes coupable de quelque chose. On se fait agresser. Et si je me trompe pas, il y a eu une note du président Obama lui-même demandant à l'immigration de faire un effort. Il leur dit, vous êtes la carte de visite de l'Amérique, vous pouvez pas traiter les gens comme ça quand ils arrivent aux États-Unis. C'est pas possible. Et il y a donc ce côté très, très fascinant de l'Amérique que je disais, très rebutant aussi, et qui pose beaucoup de questions. Et donc, je ne crois pas que l'envie de mettre ce livre aux États-Unis soit un envahissement de l'Amérique en Europe qui me pousse à dire on peut que faire quelque chose qui se passe aux États-Unis. C'est une question que moi-même, très personnellement, je me pose et qui m'appelle tellement de questions que ça m'inspire. Jean-Paul Dubois, en 2002, avait intitulé un recueil de chroniques « L'Amérique m'inquiète ». Est-ce que vous signeriez un livre avec le même titre aujourd'hui à l'heure de la campagne électorale, par exemple? Si, bien sûr. L'Amérique m'inquiète. L'Amérique m'inquiète parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Amérique joue dans le monde un rôle très important. Quand l'Amérique part en guerre, le monde vacille. Les attentats du 11 septembre, je trouve, sont un événement majeur, en tout cas pour la marche du monde, parce qu'après ces attentats-là, les Américains sont partis 2 fois en guerre et ça a entraîné toutes sortes de conséquences très importantes. Et je crois que la bonne santé, la bonne santé physique et morale des Américains est très importante parce que ça évite qu'ils fassent trop de bêtises autour d'eux. C'est vrai que l'élection de Barack Obama n'est pas certaine et c'est pour moi... Il a gagné des points encore. Il a gagné des points, mais elle n'est pas certaine. Apparemment, les bourdes de Mitt Romney régulières déclarant des choses invraisemblables le desservent, je crois, pas mal. Et j'espère très sincèrement que les Américains auront le bon sens de réélire Obama parce qu'il y a tellement de choses à faire pour eux. Il y a une telle transition pour le pays. C'est inquiétant quand on voit ce qu'ils proposent, qui sont des choses basiques. Une assurance maladie, des impôts qui sont revus, enfin, toutes ces choses qui sont tellement évidentes et qu'on voit comment ça se passe, on se dit mais c'est pas possible, personne ne comprend rien. Donc il y a une inquiétude et j'espère que les Américains donneront encore 4 ans à Obama pour essayer de mettre sur pied ce qu'il essaie de faire. Péniblement, il n'a pas de soutien. Il gouverne difficilement parce qu'il y a toute une partie du pays. Il est en cohabitation, dans une sorte de cohabitation. Complètement. Et c'est très très difficile. Il nous a rejoint Philippe Trétiac pour le Tout Flamme de 8h55, mais vous avez lu le livre de Oui, je crois même avoir été un des tout premiers à l'avoir lu, grâce d'ailleurs à votre attaché de presse, Philippine Cruz, qui m'a beaucoup sollicité, et elle avait bien raison. Et je voulais, donc j'avais évidemment beaucoup aimé votre livre, je l'ai écrit dans Elle, etc. Mais je voulais mettre juste un petit correctif à ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est très dur de rentrer aux États-Unis, on a toujours le sentiment d'être comme ça. C'est le grand reporter qui parle, là. Scanné. Mais la vérité aussi, c'est qu'une fois que vous êtes rentré, c'est beaucoup plus rare qu'on vous contrôle. C'est-à-dire que c'est difficile d'y rentrer, mais une fois que vous y êtes, vous êtes très très libre. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que j'ajouterais une chose. J'ai fait un reportage. Les New-Yorkais sont charmants. Oui, j'ai fait un reportage dans la rue si vous êtes perdu, avant que vous leur demandiez quoi que ce soit. C'est la vérité. J'ai fait un reportage dans Elle sur le seul collège américain où les professeurs étaient armés. C'est au Texas. C'était absolument extraordinaire. Et donc, j'ai fait par la même occasion un reportage sur les armes. J'y étais au moment de l'élection d'Obama. Un jour, j'étais au Texas. On a pris l'avion et j'étais avec le grand photographe de guerre, Yuri Kozyrev. On est arrivé à New York. On était à Harlem le soir de l'élection d'Obama. Ce qui était extraordinaire, c'était l'opposition de ces deux mondes. Mais en même temps, c'était des mondes qui cohabitent et qui ne se font pas la guerre. Dans d'autres endroits du monde, les gens s'entretueraient. C'est quand même ça aussi, l'extraordinaire chose des États-Unis. Joël Dicker. Oui, ce que vous dites est très fort et très juste sur le fait que c'est vrai qu'on passe un mauvais moment quand on entre, mais quand on est à l'intérieur des États-Unis, il y a cette liberté complètement folle. Et c'est très très juste. Cette immensité, cette liberté. Mais c'est un pays qui est très complexe, et vous le dites très bien, avec des États tellement différents les uns des autres, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi, jusqu'à se dire, mais au fond, qui sont les Américains? Il y a la question du droit que vous posez-vous dans votre roman, Joël Dicker. Vous exposez une vision assez amusante, au fond, du droit américain, qui laisse la place plutôt à l'invention individuelle, là où il n'y a pas de loi. Vous êtes juriste de formation, me semble-t-il. Alors, page 54, c'est la beauté du droit en Amérique. Lorsqu'il n'y a pas de loi, vous l'inventez, et si l'on ose vous chercher les poux, vous allez jusqu'à la Cour suprême qui vous donne raison et publie un arrêt à votre nom. Mais c'est vrai, enfin c'est vrai, c'est évidemment... Pas caricatural, peut-être. C'est caricatural, mais en même temps, ça nécessiterait sinon d'écrire un essai, et plusieurs même, sur le droit américain, ce qui n'est pas le but du tout. C'était là
de relater un peu quelques faits, et c'est un fait qui est vrai, qui raconte pourquoi est-ce que aux États-Unis on doit vous dire vos droits maintenant quand on vous arrête. Phrase reprise dans le cinéma tout le temps à gauche et à droite, vous avez le droit de garder le silence, etc. Et tout ça, c'est parce qu'il y a eu une affaire Miranda où un type a été condamné sur la base de ses aveux à lui. Et cet homme Miranda avait pas été très longtemps à l'école, n'était pas au courant que, ni moi d'ailleurs, que le Bill of Rights l'autorise à ne pas s'incriminer. Et son avocat a fait recours, il est allé jusqu'à la Cour suprême qui a dit « Vous avez raison, et désormais, quand on arrête quelqu'un, on doit lui dire ses droits, parce que tout le monde n'est pas au courant de ses droits. » Mais ça, c'est quand même très, très impressionnant comme construction du système, où c'est un avocat qui va jusqu'à la Cour suprême et qui tout d'un coup change les choses de cette façon-là. Et c'est quelque chose qui m'avait frappé et dont je voulais parler. Vous décrivez aussi l'emballement alors médiatique et la propagation de la rumeur, qui fait là aussi un écho au fond à ce film, sans doute un des plus grands films de l'histoire du cinéma, de Fritz Lang, Fury, sur au fond la manipulation de la vérité, et la vérité qui en cache une autre, qui sans cesse au fond vacille. Est-ce que c'est selon vous tout de même là aujourd'hui, et serions-nous menacés par cela, puisqu'on est toujours qu'on a 10 ans de retard par rapport aux États-Unis, entre guillemets, cette espèce de propagation rapide de la rumeur et d'un emballement du système médiatique, relié notamment avec la complicité et la perversité des éditeurs, monsieur de Fallois. Joël Dicker. Et je crois pas que ce soit complètement uniquement américain, cet emballement des médias, et on est dans un monde complètement médiatisé. On a des réseaux sociaux, on a Internet tout le temps. Quand une info se passe, mais je trouve que ça... Laura Palmer, votre histoire, c'est Twin Peaks. Non, c'est pas Twin Peaks, mais... cela dit, ces séries télé sont aujourd'hui considérées comme bien meilleures souvent que la production cinématographique actuelle. Mais j'aimerais même dire encore le reproche n'en est pas un nécessairement, Brice. Au contraire, on est en train de dire que West Wing vaut largement le cinéma mainstream produit par Hollywood, qui est un peu essoufflé par rapport au génie des scénaristes américains des séries. Au génie, au talent, on va dire. C'est juste, mais si c'est qu'il faudrait encore imaginer que certaines séries sont teintées de politique, en tout cas aux États-Unis, par rapport à la couleur de la firme qui les produit. On a des shows, je dis shows, attention, on a des séries qui sont des fois teintées d'une couleur républicaine très marquée, et ça se sent tout de suite, parce qu'il y a ces valeurs qui passent à travers là. La série américaine qu'on peut voir au premier degré ou au deuxième degré ici, est aussi une espèce de façon pour la politique et les valeurs américaines d'un bord ou de l'autre, de s'insérer dans l'image des téléspectateurs. Alors, avec nous sur le plateau des Matins de France Culture, Harry Kébert, Bernard de Fallois, qui vous suit et qui vous couve comme une poule sur son poussin. Bernard de Fallois, vous voulez, je crois... Non, pas du tout, non. C'est pas ça, j'ai le plaisir de vous écouter. J'aime bien entendre des débats, j'aime bien apprendre des choses sur l'Amérique. Tout ce que j'ai entendu ce matin m'a vivement intéressé. Je partage tout à fait ce que vous dites sur les séries. Le talent s'est déplacé parce que le cinéma n'est plus ce qui rapporte de l'argent. Le cinéma rapporte moins que les séries télévisées. Et du coup, l'effort, l'inventivité, les équipes qui travaillent, le choix des scénarios se sont déplacés vers les séries télévisées. Pour moi, c'est un grand regret. J'espère que le cinéma renaîtra. Le cinéma américain a baissé énormément. On n'y trouve plus du tout les grands individus qu'il y avait autrefois. C'est un peu la conséquence du financement du cinéma. Il y a beaucoup moins d'individus qui peuvent se lancer seuls dans un film, mais c'est aussi parce que tout le mouvement de création s'est déplacé vers les séries télévisées. Et on peut se demander si nous n'avons pas vécu l'âge d'or du cinéma. Alors cet âge d'or du cinéma, justement, quand on lit la vérité sur l'affaire Harry Kébert, Joël Dicker, il est vrai que l'on y pense. On pense à la fois au grand roman américain, dans sa façon que vous avez, au fond, de parfois le citer, et puis de vous en déjouer. C'est évidemment qu'on pense à Lolita, et puis au fond, elle n'est pas Lolita, cette petite... J'ai fait Nola, c'est évidemment pas Lolita. On pense encore une fois à la comédie à téléphone blanc des années 40, et puis on pense aussi à Hawks évidemment. Mais écoutez, peut-être justement pour évoquer cette atmosphère, ceci. Come on, you've got to be made up and ready to shoot that test by 9 o'clock. But Mr. May... I think at this critical moment you might call me Norman. A Star is Born. Norman, what difference does it make how well I sing if my face is so awful? Your face is just dandy.
Now wipe it off. Well, what should we do now? Lolita. Well, you ring down and order breakfast. No, I don't want to do that. Well, what do you want to do? Why don't we play a game? A game? Oh, come on. Now, you get onto room service at once. No, really. I learned some real good games in camp. One in particularly was fun. Well, why don't you describe this one in particular good game? Well, I played it with Charlie. Charlie, who's he? Charlie? He's that guy that you met in the office. You mean that boy? Mm-hmm. You and he? Yeah. I got a memento for you, too. Et Fury. Look inside. Henry to Catherine. It was my mother's wedding ring. I was named after her. So I turned it around. Catherine to Joe. Oh, Cat. I guess I left a word on my little finger. All aboard! Fury, le premier film, en l'occurrence américain, de Fritz Lang. Mais sur cette question de la vision que l'on peut avoir de l'Amérique quand on n'est pas américain et de notre vision, qui sait, erronée de l'Amérique, auquel référence faisait Brice Couturier, il y a ces propos de quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez lu, de Romain Gary, notamment quand il écrivait Chien blanc, Romain Gary. De quelle manière l'image de l'Amérique s'est-elle formée en France? Par la manière la plus bête et la plus superficielle, c'est-à-dire littéralement par le cinéma, qui, nous l'avons déjà vu, est faux au départ, est dépassé, et qui, lui aussi, ne présente à l'Amérique qu'une image fausse de l'Amérique. Et deuxièmement, par quelque chose de plus totalement faux, si je puis dire, c'est un certain nombre de préjugés défavorables créés au départ par un complexe d'infériorité croissant. Autrement dit, il y a eu une interpénétration entre la France et l'Amérique par des clichés, par des gens conventionnels porteurs de ces clichés, lesquels les gens ont perdu leur influence dans ce pays respectif. Autrement dit, la classe dirigeante américaine, qui avait une certaine idée de la France, et en plus un certain amour de la France, il faut bien dire, a pratiquement disparu comme influence politique en Amérique, et en France, réciproquement, les préjugés superficiels que nous avons acquis au cours de 40 ou 50 dernières années étaient basés sur quelque chose qui, en Amérique, n'existait plus depuis longtemps. Voilà, Romain Gary, c'était en 1970 à l'émission Paradoxe. Ah, cette question du cliché, elle est tenace, mais regardez tout de même, Joël Dicker, si on vous en fait la critique, en même temps, on est forcément toujours rattrapé par cette question-là. Il y a un des lieux de votre roman, ça se situe à Aurora. Si on tape Aurora sur un moteur de recherche bien connu qui commence par G, on voit que c'est là qu'a eu lieu, pendant que vous deviez sans doute corriger les épreuves de votre livre, la fameuse tuerie dans un cinéma qui a fait plusieurs morts et qui est une sorte, au fond, de paradigme de ce que serait la violence américaine. Quand dans votre livre, on lit qu'au fond, le mieux pour cacher l'arme du crime, c'est de la porter avec soi. C'est toute la question du cliché américain sur la violence, mais qui en même temps régulièrement fait exploser l'actualité américaine avec justement ces tueries et ces massacres, comme encore une fois à Aurora, qui est aussi un des lieux de votre livre. Alors, Aurora, le nom de la ville, quand le massacre est arrivé, le livre était déjà imprimé. Oui, donc c'était après. Le choix de Aurora était un choix tout à fait aléatoire. Donc, c'est un nom de ville comme il pourrait y en avoir. C'est un nom de ville comme il en existe plus d'une, d'ailleurs, aux États-Unis, et qui représentait aussi assez bien une image qui pourrait aller plus ou moins à beaucoup de régions de l'Amérique. C'était une volonté, en tout cas, de ne pas cibler un endroit et un lieu précis. C'est pour ça que j'ai choisi cette ville qui n'existe pas, avec un nom qui est un nom comme ça, qui pourrait aller à n'importe quel petit bled. Mais c'est vrai qu'il y a
qu'il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. Il y a un très grand problème de violence, mais ce qui est intéressant, entre beaucoup de guillemets, dans la violence aux États-Unis,